Alors absolument navré, mais il n'y a pas moyen d'être en interaction, en tout cas en interaction, verbale. Donc on va utiliser le chat, aujourd'hui, pour échanger. Un petit peu frustrant, mais bon, c'est le système, veut ça. On va attendre quelques minutes, il n'est pas encore tout à fait 9 heures. En attendant, ce que je vous propose, c'est de me partager, dans le chat, ce qui vous amène, ce matin. Quel est le contexte ou la problématique que vous avez, pour laquelle vous attendez des éléments de réponse ce matin? Bonjour Eric. Bonjour Anthony, Marie. Bonjour, Ravo, prénom? Alors, est-ce que vous avez un contexte à nous partager ou une problématique, spécifique? OK, attentif à des OK, toutes les approches utiles, très bien, vous allez en découvrir une nouvelle. OK, fédérer les différents acteurs d'une même organisation d'un territoire. OK, on est bien effectivement dans de la conduite du changement. OK. On fera pas le tour de toutes les écoles, en conduite du changement, mais j'en évoquerai néanmoins, plusieurs. On commence dans une petite minute. Moi, je suis pas tellement favorable à faire, comme beaucoup de réunions qui démarrent 5 ou 10 minutes en retard. On va essayer de garder, l'horaire, prévu et de respecter les gens qui sont à l'heure. Il y aura un replay pour ceux qui sont en retard. Alors, on est déjà 25, donc on utilisera le chat, durant toute la conférence. N'hésitez pas à mettre, vos questions, vos remarques. Je tâcherai de garder un œil dessus et puis idéalement de répondre au fur et à mesure. On aura également un temps de questions à la fin. Il est 9 heures, donc nous allons démarrer. Ravi d'être avec vous ce matin, pour vous parler de conduite du changement, un sujet qui me passionne depuis, maintenant un certain nombre d'années. Donc je suis Philippe Bourgeois et alors pourquoi je fais cette conférence? Moi j'interviens dans le change depuis, maintenant une dizaine d'années et je voudrais vous partager une expérience que j'ai eue chez un client industriel, où j'avais, pour mission un projet d'amélioration de la performance et de faire de la génération d'idées avec un groupe d'une quinzaine de personnes dont des managers et j'ai été confronté à une grande difficulté, en fait, dans cette entreprise, c'est que les processus, les rôles et les responsabilités étaient assez peu clairs, en fait et donc j'avais beau, moi, travailler sur la relation, la qualité de la relation, ça fonctionnait pas ou ça fonctionnait pas bien et ça a été une vraie prise de conscience pour moi de l'importance, pour une problématique ou pour un projet, de en permanence avoir, 2 angles de vue. Un angle de vue, sur le process, comment les choses doivent être faites, qui doit le faire, comment ça doit être organisé et puis un angle sur la relation et c'est vraiment la conjugaison des 2 qui fait qu'on peut avoir de la performance et c'est particulièrement vrai sur la conduite du changement
changement. Il ne s'agit pas d'appliquer une méthodo, sans réfléchir. C'est de la méthodo, mais c'est de l'intelligence de situation et c'est de la qualité relationnelle. Et donc moi, ma vocation, en fait, c'est de rendre accessible cette conduite du changement, qui est un peu un sujet fourre-tout pour beaucoup de gens, mais qui est un vrai métier et je vais, tâcher de vous faire, partager, mon ma passion pour cet univers et puis, l'approche que moi j'utilise. Alors, la difficulté qu'on va avoir et que beaucoup d'entre vous ont, c'est que, les équipes sont souvent déjà en saturation, vous-même peut-être également et puis on est en train de dire: «Bah, il faut aussi faire de la conduite du changement» et c'est une problématique et il y a effectivement beaucoup de résistance dans certaines organisations à cause de ça et on va voir que, finalement, la conduite du changement, c'est surtout quelque chose qui va nous faire, gagner du temps. Alors, on va commencer par regarder la conduite du changement, pourquoi en un mot, mais pourquoi, en 2 mots? En vue de quoi? C'est quoi les bénéfices qu'on peut en attendre? On va avoir aussi un business case sur la mise en place de SAP. Et puis quelques recommandations pour, comment bien démarrer la conduite du changement et on reviendra sur les questions, si tant est que j'ai pas répondu au fur et à mesure, mais vous pourrez aussi en avoir, à la fin de cette, conférence. J'ai un parti pris aussi, ce matin, c'est d'essayer de vous donner un panorama global, donc on n'ira pas dans les détails, on va aller un petit peu vite, mais je paraissait plus intéressant pour que vous ayez vraiment une vision complète en fait sur ce qu'est la conduite du changement et quelques éléments d'un business case. Alors, la conduite du changement, pourquoi, et pourquoi en 2 mots? Alors, j'ai pour habitude de commencer, mes interventions avec ce visuel que je trouve, extrêmement parlant, en fait, sur la raison d'être ou en tout cas l'utilité de la conduite du changement. Il est toujours très, très facile de faire changer les autres, en tout cas, on est toujours très partant, mais quand il s'agit de changer soi-même, c'est toujours beaucoup plus compliqué. La résistance, est une caractéristique humaine. C'est une caractéristique humaine et elle a du sens d'ailleurs, hein. Heureusement qu'on est résistant, sinon ce serait le bazar partout. On passerait son temps à changer et donc il est essentiel quand, il y a des projets et avec des changements humains, ben, c'est quasi permanent, de prendre en compte cette caractéristique humaine et d'avoir une méthode, une approche qui permet, d'accompagner ces changements et on va voir comment. Alors, heu moi j'utilise une méthodologie, depuis quelque temps qui s'appelle Assertare. J'avais la question tout à l'heure sur les écoles, il y en a plusieurs, l'ESSEC fait beaucoup de choses. Il y a la méthode ProSci qui est, un peu la méthode de référence dans le monde avec Adcar, que moi je connais très bien puisque j'ai formé à cette méthode, durant plusieurs années et puis, depuis, quelque temps maintenant, j'utilise Assertare. Pourquoi? Parce que, finalement, c'est à la fois le résultat, d'études, mais c'est aussi et surtout le résultat d'une expérience opérationnelle de mise en œuvre de la méthodologie et l'évolution de cette méthode a été faite justement avec, des mises en application clients et moi j'ai 2 mots clés dans ce que je fais, ou en tout cas j'essaye, c'est pragmatique et simple d'utilisation. Moi j'aime beaucoup la notion, américaine ou anglaise de dire keep it simple. Et oui, on est voilà, pas d'usine à gaz, on n'est pas là pour faire de la philosophie, on est là pour atteindre des résultats et il faut essayer de rendre les choses simples. Donc voilà pourquoi j'utilise cette méthodologie et vous découvrirez certains aspects de cette méthodo durant la conférence. Alors, sur le pourquoi et le pourquoi, la conduite du changement, là, je voudrais citer, McKinsey, en fait, qui fait des études et dans les résultats de ces études montrent que 74 des projets n'atteignent pas leurs objectifs sans conduite du changement. C'est énorme, ça fait, je crois que ça fait, 20 ou 30 ans, qu'on constate, ce chiffre-là. Les projets, sont en échec, au moins partiel pour la grande majorité et quand on parle d'échec, ou difficulté, c'est soit, délai, soit coût, soit les 2. Je vous citerai également,
Ce deuxième chiffre, qui est, donc selon ProSci, la méthode que j'évoquais tout à l'heure et donc selon ProSci, on a 6 fois plus de chances d'atteindre les objectifs, d'un projet en utilisant correctement, la conduite du changement. Alors si ça peut vous rassurer, alors ça c'est en utilisant très bien la conduite du changement, mais en l'utilisant un peu déjà, on peut multiplier par 3 parce que je connais bien la courbe, je l'ai présentée dans les formations, pendant de nombreuses années. Donc même si on n'est pas parfait en conduite du changement, on est déjà on multiplie par 3 en utilisant un peu la conduite du changement. Donc clairement, ça a du sens, d'utiliser la conduite du changement. Alors je voudrais vous faire, participer, hem, voir un petit peu où vous en êtes sur, à penser à un projet ou à votre environnement, choisissez un projet de changement que vous avez en ce moment et j'aimerais que vous me disiez dans le chat, à votre avis, quel pourcentage de la réussite des projets dépend de la capacité des personnes à changer? Voilà. Alors, si c'est un changement, informatique où il n'y a pas d'utilisateur, ben, ça va être 0. Si par contre, il faut absolument que toutes les personnes changent, on va se rapprocher de 100. Donc 80, 100, transformation digitale, 90, 75, 80, 97. OK. Alors, on est typiquement dans les chiffres qu'on retrouve. Alors 50 déjà, très bien, bah, tant mieux. Plus, on est sur, proche de 100, bah, plus on a des enjeux, d'accompagnement, humain, mais, j'aurais tendance à dire que sur l'essentiel des projets, on va se situer entre 70 et 100 parce que le retour sur investissement, il vient pas du projet lui-même, il vient de la capacité des personnes à utiliser le changement. Donc, l'attention à accompagner, les personnes est absolument, fondamentale. Alors je voudrais partager aussi et je parlais de l'ESSEC tout à l'heure et ça c'est un graphique de David Autissier, où on peut voir que en fait, quand il y a un changement, obligatoirement, on baisse en termes, d'efficacité ou d'activité parce que qui dit changement dit on lève le stylo, on se dit: «Tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quelque chose de nouveau». Donc quoi qu'il arrive, il y a une baisse d'activité ou une baisse d'efficacité et tout l'enjeu, en fait, c'est que cette baisse d'activité ou cette crise, eh ben, ne perdure pas trop longtemps. Et là, on voit la différence entre la courbe bleue et la courbe rouge. En utilisant la courbe du changement, en donnant rapidement du sens et en embarquant rapidement, eh ben, on arrive, à retourner vers, de la performance beaucoup, beaucoup plus vite et c'est tout l'enjeu de, la conduite du changement. Les 3 objectifs, en fait, de la conduite du changement, c'est le premier, c'est d'aller vite. Plus un changement est rapide et ben, plus on a rapidement les bénéfices, du projet, du changement. Le deuxième objectif, et ben, c'est d'embarquer tout le monde. Si vous avez un changement qui impacte 500 personnes, l'idée c'est pas d'en avoir, 300, c'est d'en avoir 500 et c'est un enjeu parce qu'il y a toujours des gens qui sont résistants, voire parfois même, beaucoup. Donc il y a un enjeu, c'est d'embarquer tout le monde, mais ça suffit pas. Le troisième, l'auteur du graphe, c'est David Autissier. Le troisième critère, en fait, c'est l'efficacité. Parce que, si vos 500 personnes, utilisent le changement, mais que ce changement est utilisé à 10 de l'attendu, ça fonctionne pas. Prenez un CRM, il soit utilisé par tout le monde et il soit utilisé comme on l'entend. Donc il y a 3 objectifs à la conduite du changement: aller vite, embarquer tout le monde et avec le niveau d'efficacité attendu. Alors, pour ça, donc on utilise, avec la méthode moi je la Métacertare, une grille de lecture puisqu'on a 4 étapes en fait, pour qu'un changement soit réussi. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que le changement n'est pas collectif, n'est jamais collectif. On peut pas dire: «Tiens, à partir de demain, de la semaine prochaine, toute cette population, doit changer». Ça n'existe pas.
ça, malheureusement, ça n'existe pas. En fait, le changement collectif est une somme de, changements individuels, et donc c'est pour ça qu'on a, «je découvre et comprends le contexte», «nous découvrons et comprenons le contexte». La première étape, c'est la notion de sens, c'est, la notion de sens est première, hein, chez l'être humain. On a besoin de comprendre, ce qui se passe et on a besoin de comprendre à la fois le projet de changement et on a besoin de comprendre dans quel cadre se situe ce contexte de changement. Donc c'est la première chose qu'on va avoir besoin d'expliquer ou la première chose qu'une personne a besoin d'intégrer pour pouvoir envisager, je dis bien envisager, de, participer activement au changement. Et c'est pas parce qu'on a compris qu'on est d'accord ou qu'on a envie d'y aller. Voilà, ça peut être, l'entreprise a besoin de déménager à 50 kilomètres, ben, moi, ça va me rajouter 1 heure de travail. En termes de discover, je comprends très, très bien. Alors là, c'est parfaitement clair. Mais alors par contre, ça va être difficile à accepter. Donc j'observe ce que cela me fait, pour arriver à m'engager. Et c'est là où il y a tout un enjeu, heu et on parle de: «Et moi dans tout ça?» Et moi dans tout ça? Et effectivement, quand il y a un changement, la première question qu'on se pose: «Ah et ben moi, qu'est-ce que ça me fait?» Et c'est là que ça va être important, d'accompagner, les personnes, et de prendre en compte ce que ça leur fait eux. Et là, on parlait d'intelligence émotionnelle, il me semble avoir vu passer ça dans le chat. L'intelligence émotionnelle, elle est vraiment fondamentale dans la capacité à accompagner, le changement. Alors la troisième étape, une fois que, on a dit: «Bon, OK, j'y vais, même si c'est une difficulté pour moi, j'accepte d'y aller», c'est, eh ben, comment je vais le faire? Comment je vais le faire? Comment je vais pouvoir contribuer à mon niveau? Alors il y a des choses qui peuvent être préparées par l'organisation, par le projet, par la conduite du changement, mais à mon niveau, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir mettre en œuvre ce changement? Et une fois que je l'ai défini, et ben, je vais pouvoir le mettre en œuvre, ça c'est une évidence, mais je vais pouvoir aussi m'y préparer. Ça peut être de la formation, ça peut être autre chose, mais l'idée, c'est, qu'il y ait une responsabilisation, la plus importante possible pour, que, chacun installe le changement avec confort. Voilà, donc ces 4 étapes, ont besoin, d'être traversées par chaque personne, impactée par le changement et on va mesurer l'avancée, alors là, on va pas le faire là aujourd'hui, mais on a une mesure objective qui permet de savoir comment, les personnes avancent dans le changement. Pour, accompagner toutes ces personnes à traverser ces 4 étapes, en fait, on va utiliser, en change, en conduite du changement, un canevas qui est celui que je vous présente là avec, quelques grandes étapes. La première étape, c'est la définition du projet. La définition du projet, soit c'est vous qui la faites parce que vous avez la double casquette projet et change, soit, c'est fait par quelqu'un d'autre, par une équipe projet et auquel cas, bah, vous avez besoin c'est votre point de départ, c'est quoi le cadre? C'est quoi les objectifs du projet? Quelles sont les raisons qui donnent lieu à ce projet? Quels sont les bénéfices attendus? Ça, c'est important de préciser, c'est quoi les bénéfices attendus du projet? Quelles sont évidemment les populations impactées? Et les projets parfois ont tendance à identifier les principales populations, mais c'est pas toujours exhaustif, donc c'est important de les challenger. Quels sont les indicateurs? Et ils n'existent pas toujours. Pourquoi on fait ce changement maintenant? Pourquoi on l'a pas fait l'année dernière? Pourquoi on le fait pas dans 2 ans? Le lien avec la stratégie d'entreprise, c'est essentiel. Et quel est le risque si ce projet n'aboutit pas? Et s'il n'y a pas de risque, il y a des questions à se poser sur la pertinence de mener à bien ce projet. Une fois qu'on a le cadre de ce projet, on va faire ce qu'on appelle une analyse d'impact et on le verra dans l'exemple qu'on va voir dans quelques minutes. Et cette analyse d'impact, elle permet de dimensionner toutes les actions qui vont permettre d'accompagner au mieux les personnes dans le changement. On va voir un petit peu plus loin comment on procède. Et cette analyse, elle va permettre en fait de définir, la stratégie de conduite du changement. Comment on va faire et ce comment en fait va être orchestré avec, donc un plan de conduite du changement, composé de 4 éléments, hein, et ces 4 plans de conduite du changement sont vraiment sur mesure par rapport à l'analyse d'impact, qui va être faite. On va voir la partie communication, évidemment. Il y a besoin d'embarquer les équipes, de les informer. Il va y avoir le leadership. Alors le leadership, c'est à la fois
par les managers, mais c'est également par les sponsors. 1 cause d'échec des projets, le déficit de sponsorship. Le leadership, le sponsorship est un élément absolument, fondamental. Ensuite, évidemment, on va avoir la formation, c'est pas toujours le cas, mais il y a quand même souvent besoin de formation et puis il va y avoir ce qu'on appelle réponse. Je dirais réponse ou gestion des résistances. C'est comment les populations réagissent à ce changement. En général, à ce moment-là, c'est plutôt les résistances qu'on va chercher à réduire. Ensuite, on a, heu, ici, voilà. Ensuite, on a la consolidation. On met en place ce plan de conduite du changement, toutes ces actions qui permettent d'accompagner les personnes, mais il faut mesurer l'écart avec la cible. Est-ce que ça se passe bien? Quelles sont les difficultés? Comment on comble l'écart entre, ce qu'on a aujourd'hui et puis ce qu'on devrait avoir? Et c'est ça qu'on appelle la consolidation. Un autre élément, qui est important, c'est les ressources. De quelles ressources on a besoin pour faire du change? Il est utile de se poser la question au démarrage et pas à la fin. Moi, j'ai déjà eu un exemple que j'ai en tête où, il y avait tout un programme de formation, mais c'était pas budgété. Donc ça a été quand même assez compliqué. Donc ça, c'est des questions qui vraiment font partie du canevas. Alors, business case sur la mise en place de SAP, c'est un sujet qui est récurrent, surtout sur les grandes organisations. Là, on est dans un contexte, d'un groupe énergétique qui fait, 2 700 personnes et qui est un groupe, mondial, où il y a une croissance qui est relativement élevée et puis il y a surtout, en fait, des perspectives d'acquisition, et donc il y a besoin d'automatiser et puis de développer la standardisation. Alors, on est sur un SAP en fait, peut être installé, de manière, verticale, sur un sujet ou sur un autre. Ça peut être sur la prod, ça peut être sur les RH, voilà, donc ça peut être partiel dans l'entreprise ou ça peut être complet au niveau transversal sur l'intégralité des métiers, ou presque. Là, il se trouve que c'était, sur la totalité de l'entreprise ou presque. Il y a 2 600 utilisateurs finaux sur 2007, donc c'était important. Et puis, il y avait donc en fait un cœur d'activité, qui se trouvait, au Mexique. Alors, là, retrouvons en fait les différentes étapes, hein, que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est évidemment, synthétique, hein, parce que si on mettait toute la totalité des informations, ce serait trop important. Alors sur la définition du projet, je voudrais insister sur 2 choses en fait, de l'expérience que j'ai. C'est le risque à ne pas faire. Le risque à ne pas faire, ce projet ou ne pas réussir ce projet est une question à laquelle vous devez absolument répondre. Pourquoi? Parce que, c'est un élément qui va permettre de convaincre, les équipes. Si quelqu'un n'est pas convaincu que c'est essentiel de le faire et que ça coûte plus cher, de ne pas le faire, et ben, le problème, c'est d'avoir beaucoup de résistance. Donc mettre des mots sur le risque à ne pas faire est absolument fondamental et c'est relativement peu fait. Alors, les indicateurs également, moi dans mon expérience, avec les équipes projets, je revois à peu près 90 des projets, avec eux. Moi je revois les indicateurs avec eux. C'est important qu'ils soient, exhaustifs, qu'ils soient pas trop nombreux, mais qu'ils soient existants. J'ai déjà eu des projets où il n'y avait pas d'indicateurs, donc il est essentiel de mettre des indicateurs et puis sur les populations impactées, comme je le disais tout à l'heure, d'identifier toutes les populations impactées et il peut y avoir aussi, les clients et les fournisseurs. Alors, dans l'analyse d'impact, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, la conséquence, l'impact, heu, en général. Donc là, entre avant et après ou avant et nouveau process, on passe d'une approche très, très, très manuelle, extrêmement manuelle avec différents systèmes, à une approche qui est, totalement standardisée. On ne saisit les informations qu'une fois et ensuite tout se fait en automatique. Alors pour ceux qui connaissent un peu les ERP, c'est
extrêmement compliqué. Moi, j'ai un client industriel qui a, hem, je lui avais conseillé de demander à un expert, un superviseur, pour, checker le travail du cabinet parce que, les risques sont absolument énormes. Le coût d'un échec de mise en place d'un ERP est absolument énorme. Donc la partie technique est fondamentale et la partie, change management, l'est tout autant. Alors, une fois qu'on a regardé de manière générale, les changements, qui, vont toucher les populations impactées, on va regarder le niveau de risque de ce changement. Dans quelle mesure, est-ce que ça constitue un risque? Et on va utiliser, en fait, ces 6 critères en termes de scope. Alors oui, désolé, il y a quelques éléments qui sont en anglais. En termes de scope, est-ce que ça va toucher tout le monde, ou pas? En termes de leadership, la capacité du leadership à porter ce changement, les caractéristiques de la culture d'entreprise, les sponsors, hein, executive involvement, et je l'évoquais tout à l'heure, est absolument fondamental dans la réussite d'un projet et d'avoir des sponsors qui soient également au bon niveau. La manière dont l'entreprise est organisée et processée, et puis la maturité sur ce type de sujet. Hein, quand il s'agit d'un changement sur un sujet qui est très nouveau, et ben, ça peut évidemment être plus compliqué que quand le sujet est déjà connu dans l'organisation. Alors, sans rentrer dans les détails, voilà, je vous montre, ce qui ressortait sur ce projet. Évidemment, le scope sur un ERP, où là, en plus, on avait vraiment tous les modules. On avait un enjeu très fort sur le scope et puis, un enjeu relativement important quand même, à la fois sur le leadership et sur l'executive, involvement. Et ce que moi, je trouve intéressant, en fait, avec cette approche méthodique, c'est qu'on ait pu, sur le doigt mouillé, se dire: «Bah, tiens, moi, j'ai l'impression que ça va être compliqué». Non, c'est pas l'impression. Là, on a des éléments qui sont tout à fait pragmatiques. Alors, il y a un élément aussi qui est absolument fondamental et là, vraiment, je le souligne. On a identifié, juste avant, quels étaient grosso modo les changements. Mais ce qui est fondamental, c'est de le faire sur chaque population impactée. Aujourd'hui, comment on fait? Demain, comment on fera? Et ça, il faut être très clair pour chaque population impactée du changement que ça va représenter et quel est le type d'impact. Et on va avoir juste après un exemple. C'est quoi les facteurs de risque, hein, avec ce changement? Qu'est-ce qui peut justement mal se passer de manière à anticiper et quelles sont les actions préventives que je vais pouvoir mettre en œuvre? Alors, je ne vais pas vous montrer un tableau complet, avec cette analyse d'impact. Je vais juste vous montrer ce petit tableau où là, on a donc, une dizaine de critères, qu'on évalue pour pouvoir dire: «Bah, tiens, cette population achat, bah, voilà comment elle est, impactée». Donc il y a les comportements critiques, c'est la manière de mettre en œuvre le changement, qui va être à un niveau de 5. On a, l'organisation et l'organisation effectivement changeait, pour les achats. La composition de l'équipe, les rôles et responsabilités changeaient, le niveau de reporting aussi puisqu'ils en ont profité aussi un peu pour réorganiser. Localisation par contre, là, aucun changement. Hem, le, les règles et les procédures également fortement impactées. Évidemment, digital IT tools, relativement impactés. Les skills et les compétences fortement impactées. Mindset et culture également. Et par contre, compensation and benefit, la rémunération, pas du tout, absolument aucun changement. Et donc c'est très important de pouvoir clarifier la typologie, de l'impact, sur chaque population impactée, parce que évidemment, ça va être très, très, très différent d'une population à l'autre et donc le niveau de risque ou la difficulté, peut être pour l'un, très élevé et pour l'autre très faible. Donc ça veut dire que, l'allocation d'énergie et d'action, elle doit être proportionnelle au résultat de cette analyse. Alors, je vais aller directement à ce qu'on pourrait appeler l'output de la conduite du changement, c'est-à-dire
le livrable, voilà, je cherchais le terme, le livrable de la conduite du changement, en fait, c'est ça. Alors il est fortement simplifié, hein. Vous avez le plan projet, qui est en haut et puis vous avez les 4 plans qu'on a vus un petit peu plus tôt avec le leadership, le plan de communication interne-externe, le plan de formation et la partie réponse, la partie gestion des résistances. Et donc là, la raison d'être, en fait, de ce plan de conduite du changement, c'est de dire: «Ben, voilà, on a analysé, le projet sous l'angle impact humain. Voilà toutes les actions qu'il faut mettre en œuvre pour embarquer les équipes, les responsabiliser, les former, les accompagner pour que ce changement, se mette en place. Et vous voyez qu'on a le go live et j'en profite pour vous préciser que, la conduite du changement se commence en même temps que le démarrage du projet. Parce que, sur certains projets et notamment c'est le cas d'un ERP, il y a besoin d'embarquer les équipes relativement tôt. Sur certains sujets, il peut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance. Alors, oui Christophe, le live est enregistré et vous aurez un lien. Quelle distinction entre le comité de pilotage plan projet et comité de pilotage leadership? Alors là, dans le cas présent, il y avait les 2. Le comité de pilotage, du plan projet, en fait, c'était, sur le pilotage de ce plan et sa mise en œuvre, mais il y avait un comité de pilotage de leadership, là, qui était dédié à comment j'embarque le leadership, c'est-à-dire, tous les managers et les sponsors, dans ce projet. Et dans le cas présent, c'était 2 groupes, distincts. Heu, alors, les résultats obtenus dans ce projet, alors les 2 premiers, c'est vraiment propre à SAP, donc je vais pas le développer, c'est pas la raison d'être et pas de promouvoir SAP. Ce qui va être intéressant, en fait, c'est le dernier, c'est l'absence de surcoût projet et de retard. Comme je le disais, au démarrage, ça peut coûter énormément d'argent d'être en retard. Ça peut écouter, alors même sans retard, il peut aussi y avoir des surcoûts, très, 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 très significatifs. Et là, ça n'a pas été le cas et ça a été un travail, vraiment important pour y arriver. Alors, les questions à se poser pour démarrer la conduite du changement, on va aller, bon, c'est plutôt même des recommandations. Il va y en avoir 3. La première, c'est le choix du projet. Et le choix du projet, j'aurais tendance à dire, je vais pas vous dire, prenez un petit projet, un moyen projet ou un grand projet, je vais dire c'est une question de sens. C'est vraiment une question de sens. Ça peut avoir du sens de prendre un petit projet en disant, moi je suis plutôt, assez stratégie des petits pas. On démontre que ça marche et après on déploie plutôt que de faire les choses en grand. À côté de ça, ça peut aussi avoir du sens si vous avez un projet stratégique, de vous dire: «Bah, oui, mais là, on a un projet stratégique» et ben, oui, à ce moment-là, on démarre sur le projet stratégique. Par contre, on essaie quand même de mettre un peu ceinture et bretelles, on sécurise parce que ça peut coûter cher de se tromper, surtout sur une première expérience, en tchège, mais comme ailleurs. Donc le choix du projet, c'est, la question peut-être à se poser, c'est, qu'est-ce qu'on en attend? Quels sont les risques, que j'ai? Est-ce que les conditions sont réunies? Et ça peut être en lien avec le second point, qui est-ce que j'ai à ma disposition pour pouvoir faire la conduite du changement? Parce que ça représente du temps, donc à qui vous allez le confier? Ça va être quelqu'un du projet, qui va avoir la double casquette, ça va être un RH, ça va être une personne dédiée à ça. Alors j'ai souvent la question, hem, est-ce qu'on peut être à la fois projet et change? Je vous répondrai que c'est comme sales marketing. En sales et en marketing, sur des petits, marchés, c'est possible et d'ailleurs, c'est la fonction de chef de marché, sales marketing. Mais dès qu'on est sur un périmètre un peu plus important, ce sont 2 métiers différents et là, c'est pareil. L'angle de vue du projet n'est pas du tout l'angle de vue de la conduite du changement. C'est complémentaire, hein, absolument pas opposé, mais ce sont 2 métiers différents, donc ma reco, c'est surtout pas la même personne, sauf si vous êtes sur un petit projet, hein. Ce sont vraiment 2 expertises. Et puis ensuite, bah, c'est évidemment, former,
là où les personnes, impliquées en conduite du changement, idéalement, supervisées. Moi dans mes formations, je mets toujours de la supervision parce que, en fait, heu, on peut jamais dire sur un sujet: «Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut faire et vous faites comme ça partout». Donc il y a un canevas, oui, il y a une manière de faire, mais après il y a la réalité du terrain, il y a des différences, il y a des spécificités, contextuelles, qui font qu'il y a besoin d'expérience, il y a besoin d'adapter. Donc de mon point de vue, la supervision a vraiment beaucoup de sens. Hem, voilà, en conclusion, la conduite du changement, c'est un métier depuis une vingtaine d'années, c'est installé maintenant dans un certain nombre d'organisations. Maintenant, ce sera un métier de référence, dans l'avenir parce que de manière évidente, c'est le moyen de, se transformer plus vite et se transformer plus vite, c'est l'enjeu de la majorité des organisations. La notion de temps est fondamentale, ma recommandation très, très forte, c'est stratégie des petits pas, pour sécuriser, vos avancées. Ce que je vous ai dit, ce matin est quand même très générique. Si vous souhaitez qu'on aborde votre contexte spécifique, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur, le campus ou alors au tout début là du chat, vous avez un lien Calendly, pour prendre un rendez-vous directement sur mon agenda. Puis, on est Calliope, donc on intervient également, sur les budgets formation. Voilà. C'était un peu rapide, mais j'ai tenu mon objectif en 30 minutes de vous donner la vision d'ensemble. Les questions, j'essaie de revenir sur celles auxquelles il y a un certain nombre auxquelles j'ai pas répondu. Heu alors pas facile d'identifier les personnes motivées. Non, un test personnalité au préalable. Alors en fait, moi j'utilise beaucoup, 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 beaucoup l'atelier Crainte Espoir. L'atelier Crainte Espoir, c'est absolument génial quand on lance un projet. Parce que l'atelier Crainte Espoir, surtout en collectif, en fait, il permet de s'appuyer sur tous les espoirs qu'il peut y avoir. Et donc, les résistants, ils vont quand même entendre les espoirs. Et puis, ça permet d'avoir une cartographie à l'instant T de toutes les craintes que peut générer un projet. Et si c'est la cata, au moins on le sait tout de suite et on peut gérer une partie des difficultés, en live. Donc le crainte espoir, moi je le fais de manière, systématique. J'en ai encore fait un, la semaine dernière en codir et même avec un codir, ça marche, super bien. Heu, alors tac, 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 dans les indicateurs, est-ce qu'il y a des notions de bien-être des équipes, d'engagement, de sens? Oui, clairement oui. Alors, parce que on va le mesurer, bah, notamment avec Do It, hein, on peut, utiliser, des questions auprès des populations impactées, pour voir où ils en sont et leur permettre de réagir, et c'est là où on va pouvoir identifier, des difficultés potentielles et notamment sur la partie, bien-être et sachant que le bien-être, ça va faire partie aussi du diagnostic dans l'analyse d'impact. Quand on va regarder chaque population impactée, on va chercher à identifier quel est leur contexte actuel. Et parfois, certains départements sont totalement overbookés. Et à ce moment-là, on va un peu tirer la sonnette d'alarme et se dire attention, là, sur tel département, si on rajoute ce projet-là, on risque de générer des burn-out. Et bon, est-ce qu'il ne faut pas orchestrer les choses différemment? Euh, alors, Alors, le type d'action que l'on met dans réponse, alors en fait, dans réponse, on va avoir surtout 2 choses en fait, dans réponse. Heu, on va célébrer les succès, c'est très important. Célébrer les succès, ça permet vraiment de renforcer, le sens, et on va surtout aussi mesurer l'écart et mesurer l'écart, on a dit qu'on avait des indicateurs et ben, on va regarder ces indicateurs et on va se dire: «Ben, tiens, l'ERP, quelle est la manière dont il est utilisé aujourd'hui? Quel est l'écart avec ce qu'on attend? Quels sont les métiers, qui sont, impliqués,
qui doivent faire évoluer encore leurs pratiques. Et puis on va à ce moment-là, prévoir des actions sur mesure pour pouvoir corriger le tir. Alors pourquoi le sponsorship est-il si fondamental? Alors là, s'il y a une chose sur laquelle on ne peut pas hésiter, c'est, sur le sponsorship. Pourquoi? Parce que, pour que les gens aient envie de changer et se disent: «J'y vais», il faut qu'ils entendent par la bonne personne que ce changement est important. Et quand on dit la bonne personne, eh ben, on a les études montrent que en fait l'interlocuteur de référence sur les messages importants, c'est la direction générale. En fait, il y a deux interlocuteurs privilégiés en matière d'information. C'est les exécutifs. Pour les grands changements, pour la stratégie, pour des choses vraiment importantes, et puis le manager pour le quotidien. Et donc le sponsorship est fondamental, et pour tout vous dire, c'est une des premières questions que je pose sur un projet. J'ai dit: «Qui est le sponsor? Qui est le sponsor?» Et si le sponsor est pas au bon niveau, ou pas impliqué, ou les 2, et ben, je dis: «Ouh, attention, risque élevé». Et ça m'arrive sur des projets, de recommander un changement de sponsor parce que c'est une condition absolument clé. Heu Quelle est la phase la plus compliquée dans le do it? Intéressant comme question. Alors, j'aurais tendance à dire, que c'est le O, le observe. Pourquoi? Parce que en fait, c'est là où on a le point de bascule, en fait, dans le D, dans le discover, en fait, on est sur le sens et c'est pas impliquant. On commence à être impliqué, sérieusement impliqué, sur le haut, sur l'observe. Qu'est-ce que ça me fait et est-ce que je suis prêt à y aller? Et là, parfois, eh ben, ça peut effectivement être compliqué parce que, c'est là où on va justement gérer les résistances. Et alors moi, j'ai toujours une reco, c'est plutôt de ne pas ignorer les résistances. Pourquoi? Parce que quand on ignore les résistances, on les récupère après, mais en plus fortes. Donc on a plutôt intérêt à prendre conscience le plus rapidement possible, s'il y a des résistances. Voilà, il est 35 passé. Donc je vous propose de clôturer cette conférence, au moins que je vois Heu, une dernière question arrivée. Ravi d'avoir passé ce moment avec vous, même si je ne vous ai pas entendu. J'aurai plaisir à vous retrouver, n'hésitez pas à prendre, rendez-vous, sur mon agenda. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. À bientôt.